Le territoire, c'est un réseau. Dans ce réseau, vous avez des gens qui ont des relations de sociabilité. Et qu'à partir de ça, il y a des connexions qui vont naître. Et puis c'est ce qui va aussi donner vie, hein. Ce sont ces gens qui vivent des sociabilités dans un lieu qui vont donner vie à ce lieu, et on appelle ça un territoire. Ce qui nous détermine, hein, quand on parle de territoire, c'est le sous-entendu qu'il y a derrière, à savoir la carte. Dans notre culture judéo-chrétienne ou gréco-latine, donc l'Occident, la carte, c'est un morceau de papier qui représente de manière analogique un territoire, mais avec une échelle. Un pour un pour 1000, un pour 100 000, peu importe. Mais c'est une représentation analogique du territoire. Ce qui veut dire que pour l'Occident, s'il devait y avoir une espèce d'histoire de la carte, cette histoire de la carte serait réductible en fait à l'histoire disons, de l'espace. Donc comment on s'oriente dans un territoire? Pour s'orienter dans un territoire, les gens en principe utilisent des cartes. Mais quand on regarde le mot orientation, et puis c'est une vieille formule, hein, qu'on trouve chez Kant, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Et il débute son texte en disant, mais s'orienter c'est quoi? C'est d'abord trouver l'Orient. Une fois que vous avez l'Orient, vous avez l'Occident. Sous-entendu, une fois que vous avez le Nord, vous avez le Sud, vous avez l'Est, vous avez l'Ouest. Mais ça définit des points. Il y a un point qui est le Nord, il y a un autre qui est le Sud. Bon, c'est une lecture de la carte. Alors, la culture non occidentale, et je pense aux cultures qui réfléchissent sur le territoire quand c'est un lieu indifférencié par nature. Et là, on peut évoquer les cartes des roses des sables, les cartes des Esquimaux dans les étendues de glace, ou les matangs, qui sont ces cartes qu'utilisent donc les Polynésiens pour se déplacer de jour sur des étendues identiques, donc des océans. Les atolls, hein. Comment on fait pour se déplacer d'un atoll à un autre quand on se déplace le jour et qu'on ne voit que des vagues qui sont la même vague, hein. Donc ces matangs permettent ce déplacement parce qu'en fait, on imagine une carte qui servirait quel que soit le lieu du territoire dans lequel on se trouve et qui ne vaudrait que par les relations que les vagues ont les unes avec les autres. Donc par exemple, la hauteur de la vague, la crête de la vague, le pli de la vague. Mais dans cette même T, c'est toujours la même vague, mais elles sont toutes différentes. Il faut savoir les lire. Et que pour aider à lire cette même T dans la différence, il y a ces matangs, qui sont des pièces de bois composées en fait de morceaux de tiges de palme avec des intersections qui sont des coquillages et qu'on déplace comme ça, mais que seuls les initiés savent utiliser. Je pense que le danger le plus dramatique, il vient de la hiérarchisation. Parce que regardez l'usage que l'on fait du réseau, donc Internet. Enfin, un réseau de réseaux, qui est un espace de la relation. Mais Google le transforme aussi en espace de la localisation. Cette cartographie analogique, elle est dangereuse parce que implicitement, vous dépendez de la hiérarchisation qui est proposée par celui qui conçoit le moteur. Quand vous êtes sur d'autres modes de représentation type Inventix, où on a comme des matangs, hein, des croisements de champs en fonction des thèmes, donc des notions qui s'entrecroisent. Mais il n'y a pas une notion qui domine l'autre. Donc il y a simplement des notions qui ont plus de relations avec d'autres à certains moments donnés, et en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Donc comme ça, en étirant les choses, on peut renverser l'ordre. Mais tout le monde utilise Google. Pour des questions de rentabilité, hein.